Wow, mais attends, tu as fait en review le premier Project Warlock il n'y a pas longtemps. Comment tu es arrivé à faire le jeu, à écrire un script et monter la vidéo aussi rapidement? Le chômage. D'autres questions? Salut tout le monde! Oh putain! T'es qui toi? Ah ouais, donc maintenant tu squattes aussi mes FPR? Eh bah, en plus de prendre de la place, t'es extrêmement moche. Je préférais ton ancien design. Project Warlock 2, possiblement un des Doom-like que j'attendais le plus, et ce depuis très longtemps. Les devs avaient décidé de sortir à l'époque le premier chapitre en accès anticipé. Mais moi, détestant jouer à des jeux pas finis, je ne teste jamais les accès anticipés. J'ai donc pris mon mal en patience et j'ai pu jouer à ce deuxième opus, le 28 mai 2025. Toujours développé par Buckshot Company, avec notre cher Jakub Cislo, et cette fois Gaming Company n'étant plus les éditeurs, la relève est prise par Retrovibe, qui sont les éditeurs de ce deuxième jeu. Croyez-moi que quand j'ai eu la notif de la sortie officielle du jeu, je n'ai pas attendu et j'ai sauté sur le jeu. Le premier étant mon Doom-like préféré, je m'attendais à quelque chose d'encore mieux. Et bah j'avais raison, mon Doom-like préféré s'est fait détrôner par sa suite très clairement. D'ailleurs, cette phrase que je lâche dans mon test sur le premier. Du coup, moi je vous laisse, il faut justement que j'aille maintenant tester Project Warlock 2. Je vous ai menti. En réalité, à ce moment-là, j'avais déjà fini le jeu et je l'avais retourné dans tous les sens. Et je m'étais dit que c'était une bonne occasion de refaire le premier par nostalgie et pour capturer des rushs pour en faire une review. Je vous invite d'ailleurs à aller voir la vidéo si vous ne l'avez pas vue. Alors du coup, qu'en est-il de l'histoire de celui-ci? Eh bien canoniquement, c'est la suite du premier opus. Mais on ne joue pas le même personnage. Je rappelle qu'il est resté en enfer pour y devenir le roi après avoir buté l'immense archidémon. Dans ce jeu, nous incarnons 3 personnages différents qui sont des disciples du Warlock du premier opus. Du coup, commençons avec le premier chapitre. Dans le premier chapitre, nous incarnons Palmer, qui recherche activement son maître, jusqu'à un beau jour où il se fit attaquer dans la chambre de son château par des démons. Votre but ici est de vous frayer un chemin parmi les niveaux pour aller dans la forteresse voisine, pour aller enquêter sur cette mystérieuse invasion, parce que c'est visiblement ici d'où viennent les démons qui envahissent le château. Dans cet épisode à l'ambiance médiévale, qui fait rudement penser au premier niveau du premier opus, vous allez devoir combattre ces démons avec un arsenal plutôt classique et faisant beaucoup penser au premier. Mitraillette, lance-roquettes, shotgun et SSG, que j'ai aussi trouvé pas ouf dans ce jeu. Visiblement le SSG de Project Warlock est pas fait pour moi. Et le lance-boule. C'est de la merde. Mais première chose qui saute aux yeux quand vous avez joué au premier, c'est que le glow-up en termes de beauté est titanesque. Là où dans le premier nous avons le plus souvent des décors d'intérieur très inspirés de Doom-like, et des fois des extérieurs avec un brouillard de guerre assez gênant, et bien là le jeu nous offre des panoramas autant d'intérieur que d'extérieur à couper le souffle tout simplement. C'est bien beau, 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 c'est bien beau. Et bordel, ça fait plaisir! Alors certes, on perd ce petit côté rétro, mais très sincèrement, ils ont fait le bon choix. Un deuxième jeu avec l'ambiance Doom-like aurait été de mon point de vue de trop. Et encore, je ne vous montre que des panoramas du premier chapitre. Vous verrez avec la suite que nous avons des vues tout aussi merveilleuses. Les décors ne sont pas les seuls à avoir eu un immense glow-up, mais les sprites des ennemis aussi. En plus d'être beaucoup plus variés que dans le premier, ceux-ci possèdent beaucoup plus de sprites dans leurs mouvements que dans leur attaque. Mais en plus, ils possèdent des vues en 360 degrés, ce qui n'était pas le cas avant. Alors vraiment, déjà que j'aimais énormément le charme des ennemis dans le premier, alors là, je suis juste fan. En revanche, quelque chose que j'ai beaucoup moins aimé, c'est les musiques. Bien qu'il y en ait certaines que j'aime beaucoup, dans cet opus, je les ai trouvées bien plus génériques et absentes que dans le premier. Alors, un problème que je citais dans le premier, c'était que certaines musiques bouclaient pas mal. Là, au moins, ce problème est réglé, mais je sais pas, elles m'ont beaucoup moins marqué. Et dans certains moments du jeu, vous allez avoir des fights en arena, qui rappellent beaucoup ceux des Doom récents. À ce moment-là, la musique change et elle devient beaucoup plus agressive. Le problème, c'est qu'avec le bordel que devient ces fights, et avec les SFX bien plus forts, et bah, cette musique, on l'entend pas. Et je fais tout de même une petite update, le jeu a été mis à jour et ce problème semble avoir été réglé. Les devs semblent vraiment bosser à fond pour corriger toutes les erreurs. Et ça c'est cool! Bah déjà premièrement, ma review je la fais selon mon ressenti de la première fois que j'y ai joué.
Or, j'ai joué avant cette mise à jour. Et deuxièmement... ouais, je t'emmerde. En tout cas, au moment où j'y ai joué, ils ont corrigé ce bug, sauf ce placeholder dans l'épisode 3. C'est pas faute de les avoir prévenus. D'ailleurs, dans leur patch note, ils semblent avoir corrigé les bugs liés aux achievements. Parce que parlons-en, si le premier n'en avait pas beaucoup, celui-ci en a une chier. 218 très exactement. Et franchement, je trouve ça vraiment beaucoup. Du genre un achievement par map fini, plus si on a trouvé tous les secrets. C'est peut-être un petit peu beaucoup là, non? Ou alors tuer 50 ou 100 fois le même ennemi. Quand c'est juste des ghouls à la con, ça se fait vite. Mais quand c'est un ennemi qui apparaît seulement 3 fois par chapitre, ça fait qu'on doit finir le chapitre environ 34 fois. Oui, ça va, j'ai eu besoin d'une calculette. Écoute, j'ai eu 8 à mon bac de maths, fais pas chier. En tout cas, moi, ce genre de succès... hop, c'est poubelle. Le chapitre se conclut avec un combat de boss, puis enfin le texte final, où Palmer apprend enfin ce qu'est devenu son ancien maître, le personnage du 1. C'est alors qu'il décide d'aller le chasser, parce que c'est à cause de lui que les légions des enfers s'abattent une nouvelle fois sur Terre. Palmer comprend que ce n'est plus son ancien maître, mais le nouveau dieu des enfers. Clap de fin, et let's go pour le chapitre 2. Et une fois lancé, nous n'allons pas poursuivre les aventures de Palmer, mais d'un nouveau personnage, Urd, qui est elle aussi un disciple de ce premier Warlock. Son objectif à elle, c'est d'aller casser la gueule à un ver ancien. Et là, changement total d'ambiance, ce qui m'a agréablement surpris. Fini le côté médiéval et place à l'ambiance western. Mais il n'y a pas que l'ambiance qui change. Ici s'offre à nous un tout nouveau bestiaire, ainsi que des armes totalement exclusives à ce chapitre. Et un personnage tout mimi. Ouais, j'aime trop sa bouille à Urd, je la trouve adorable. Regardez-moi ça, elle est pas toute heureuse là de décimer des démons à coups de 9 mm? Si t'as sorti 9 mm, c'est que sûrement que t'avais la braguette ouverte. Chose que je n'avais pas mentionnée dans le premier chapitre, mais vous possédez des sorts. À la différence du premier où vous n'en avez qu'un seul et vous avez un choix multiple dans le hub, dans celui-ci vous avez 3 sorts propres au personnage. 2 avec les éléments de ce chapitre et un spécial au personnage. Je m'explique. Dans le premier chapitre, vous avez 2 éléments majeurs, la glace et le feu. Un sort de flamme où juste vous tirez un jet de flamme, et un sort de glace où vous pouvez geler vos ennemis, ce qui les immobilise. Ainsi qu'une compétence spéciale. Avec Palmer, c'est tout simplement de prendre n'importe quelle arme en akimbo. Avec Urd, vous avez 2 nouveaux éléments, le poison et la cristallisation. Ce qui concrètement est la même chose que la glace. Et sa compétence à elle, c'est l'agilité, ce qui ralentit les tirs ennemis et vous permet de vous déplacer plus vite. Ces sorts, vous allez pouvoir les améliorer. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans le premier opus, à la fin de chaque mission, vous retournez au hub. Et bien ici aussi. En plus d'avoir une salle qui change à chaque épisode, vous allez pouvoir retrouver des postes d'amélioration. Et ici, comme dans le premier, c'est du soit l'un soit l'autre. Avec le même souci, vous ne pouvez pas tester les armes avant de les améliorer, et vous ne pouvez pas revenir en arrière. Franchement, si les devs m'entendent, faites une mise à jour. Ou bien incorporez ça si vous comptez faire un 3e opus. Truc en plus, vous pouvez terminer des défis pour mettre des éléments à vos armes. Par exemple, une chance de geler un ennemi quand vous lui tirez dessus. Oui, je me les gèle. Vous avez aussi ce système pour vos sorts. Dans ce cas-là, soit c'est des améliorations du genre, pour les flammes, une plus longue portée ou une plus longue durée, ou cela change complètement le sort. Par exemple, le sort de glace devient une bombe qui gèle tous les ennemis à l'impact. Vous pourrez aussi mettre des points dans vos attributs. Par exemple, la capacité à transporter des munitions, la santé, en plus d'avoir des compétences comme par exemple le fait de courir plus vite ou d'encaisser plus de dégâts. Mais nouveauté ici, vous avez de nouveaux points passifs, qui vous offrent tout un tas de nouvelles compétences. Cela dit, choisissez bien lesquelles mettre parce que vous n'avez clairement pas assez pour mettre toutes les compétences dans un épisode. Continuons encore dans les niveaux, et même si je trouve que certains niveaux de cet épisode sont absolument incroyables comparés aux autres, comme par exemple celui du train ou celui qui le suit, et que j'ai beaucoup aimé le bestiaire, et je ne dis pas ça parce qu'il y a des Wendigo, si vous êtes bon élève, vous avez vu ma vidéo qui en parle, et que ces Wendigo ont exactement la même attaque que l'Archevile, allant des dégâts à la pause qu'il prend, et que dans cet épisode, il y a des loups-garous qui me font bien marrer parce qu'ils courent comme le même de Slick, là. Non, en vrai, c'est le même, on est d'accord. Eh bien, même avec tout ça, c'est l'épisode que j'ai le moins aimé. J'ai beaucoup plus aimé l'immersion du premier épisode avec cet aspect médiéval, et je ne trouve pas vraiment les armes incroyables. La preuve, j'ai fini tout l'épisode avec seulement le flingue qui fait des dégâts monstrueux dans la tête. Parce que oui, contrairement au premier, dans celui-là, il y a des dégâts localisés. On fait des coups critiques dans la tête.
Du coup, on peut sortir cette phrase. Le free look est justifié. Vous finissez le combat sur le ver ancien, et j'ai plutôt bien aimé ce combat, même si j'avoue j'ai un petit peu la phobie des vers géants, et sa gueule m'a un petit peu effrayé. Et une fois battu... Oh merde! Ah non, c'était voulu. Je vous avoue que j'ai vraiment cru quand j'y ai joué la première fois que c'était un bug. L'écran de fin nous fait comprendre qu'elle n'a pas pu s'en sortir à temps, mais qu'elle est devenue plus puissante pour faire face à son ancien maître. Et maintenant, passons au dernier chapitre de ce jeu. Ici, nous jouons Kirsten, visiblement une elfe rouge qui, elle aussi, était une disciple du Warlock, sauf que elle ne perd pas son temps et veut directement trouver un portail pour aller lui casser la gueule. Bienvenue dans l'épisode 3, une de mes ambiances préférées, l'espace. Ici, contrairement au bestiaire un peu cow-boy et mythologie amérindienne du deuxième épisode, nous avons full alien. Et pour vous en sortir, vous avez des armes bien plus avancées en technologie. Une faux pour le corps à corps, des fusils aliens, des vélos à lait. Où ici le rechargement ne se base pas sur des chargeurs, mais du refroidissement, où si vous appuyez au bon moment, vous pouvez accélérer celui-ci. Mais surtout, quand vous avez le fusil, soyez sûr de prendre l'amélioration laser, et là, vous avez la meilleure arme du jeu. Ce truc tire un énorme rayon qui peut presque one-shot tout quand on tire dans la tête, et qui peut même traverser plusieurs ennemis. Le seul inconvénient, c'est qu'il est assez coûteux en munitions. En termes de sort, Kirsten possède une capacité pour invoquer des démons alliés pour combattre à nos côtés. Votre premier sort est un immense marteau qui s'abat sur le sol. J'avais un marteau. Et le deuxième, un buff qui vous permet de passer outre la mort en récoltant les âmes de vos ennemis pour avoir une chance de ressusciter. Plutôt efficace si vous jouez en hardcore. Mais je vais ici vous présenter le principal problème de ce chapitre, que voici. Les niveaux sont ultra courts. Sérieux, cet épisode, si vous allez en ligne droite, vous pouvez clairement le finir en 1 heure. Et moi je trouve ça extrêmement dommage, sachant que j'ai adoré l'ambiance de celui-ci avec son bestiaire alien, surtout quand vous arrivez sur la planète Orion. Je trouve que le panorama est magnifique. À la fin de ce chapitre, vous faites face à la mère alien dans un combat où vous devez passer des portails de la même couleur que son bouclier. Et à la fin, Kirsten se questionne si elle doit arrêter le Warlock, mais une chose est sûre, elle a gagné en puissance, et elle compte tout de même lui faire face. Et fin du jeu. Crédit de fin. Attends, quoi? Ouais, pour moi le plus gros problème de ce jeu, c'est qu'on a un sentiment qu'il manque quelque chose. Moi en tout cas, j'ai vraiment eu une immense frustration que le jeu n'était pas fini. Genre, qu'arrive-t-il à Palmer? Est-il allé en enfer pour faire face au Warlock? Et Ourde? On a vaguement l'indice qu'elle a survécu. Mais que va-t-elle faire? Et Kirsten? A-t-elle vraiment réussi à rentrer en enfer après son combat? Beaucoup trop de questions qui demeurent sans réponse. En tout cas, je pense qu'elles seront répondues dans le prochain jeu, mais c'est frustrant de ne pas avoir une grosse réponse sur la finalité de ces 3 personnages. Pour conclure, malgré cette fin décevante, le jeu reste incroyable. Il est fun à jouer en plus d'être super beau. Si vous n'en avez pas eu assez, sachez qu'il y a le mode Rimshift. Vous pourrez rejouer n'importe quel chapitre avec n'importe quel personnage, par exemple Kirsten avec le chapitre 1. Et ça c'est cool. Mais le jeu, même en difficile, reste très simple. Les épisodes possèdent beaucoup plus d'ennemis que dans le premier opus, et passé un certain moment dans chaque épisode, le jeu passe en hard mode, ce qui donne une chance aux ennemis de devenir élites. C'est-à-dire qu'ils ont plus de PV et font beaucoup plus mal. Le taux d'apparition augmente selon la difficulté que vous avez choisie. Mais ça ne rend en rien le jeu plus difficile. J'ai fini les 3 épisodes en hardcore sans trop de difficultés, bon, même si je mourais souvent, mais au moins je pouvais profiter de ces merveilleux conseils pendant les temps de chargement. Eh, pas con, fallait y penser. Un truc plutôt agréable, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans le premier jeu, il y avait des caméos, 1 par épisode. Et bien dans celui-là, il y en a beaucoup plus, 1 par niveau. Et vu qu'il y a eu 7 ans entre les 2 jeux, il y a beaucoup plus de caméos. Il y en a même dont je n'ai même pas la ref. On retrouve évidemment le Slayer, Mulette Majak, Aidon. Bon, évidemment, comme dans le premier, ils ont l'air très très mal en point. Il y a même un caméo qui ne vient pas directement d'un jeu, mais d'un What the Doom, Jim the Square. Bonjour. Mais voilà, cela reste un jeu super fun à faire. Le fait d'avoir un personnage différent à chaque épisode, je trouve cela super cool. Et surtout, je le redis, le jeu est super beau. Voilà. À présent, c'est mon nouveau Doom-like préféré. Et bordel, le jeu est pas cher! Très franchement, je trouve qu'ils auraient pu le mettre plus cher vu la qualité de celui-ci.
Du coup, vous attendez quoi? Achetez-le!